Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 8e épisode du Seb Show dédié à Occupation Double Grèce. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Facebook, sur Twitch ou laisser vos commentaires, eh bien tout se trouve en dessous du vidéo. Aussi, n'oubliez pas de laisser vos commentaires le plus souvent possible sur les vidéos les plus récentes. Comme ça me permet d'avoir, disons, une meilleure image de ce que vous m'avez écrit. Les vidéos les plus anciennes, des fois, je commence à ne plus regarder si vous avez laissé des commentaires. Fait que je veux pas que l'un de vos commentaires tombe dans l'oubli ou que je puisse pas vous répondre ou que j'oublie de vous répondre à cause de ça. Donc, assurez-vous de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récentes. Ça va grandement m'aider. Fait que, aujourd'hui, je suis en retard par rapport à la semaine d'Occupation Double. D'habitude, je fais toujours la vidéo avant la spéciale du dimanche. C'est pas le cas aujourd'hui. Donc, qu'on le veuille ou non, la vie fait en sorte que des fois, on peut pas toujours réaliser ce qu'on voudrait. Donc, mais par contre, je me suis assuré de ne pas écouter l'émission de dimanche et de ne pas être allé sur les réseaux sociaux pour savoir ce qui s'est passé. Donc, simplement pour vous réconforter sur le fait que j'analyse quand même la semaine qui s'est déroulée sans avoir été biaisé par ce qui se passe dimanche. Fait que mon analyse, comme exemple pour ce que je crois de l'élimination, peut-être que je suis complètement dans le champ, peut-être que je vais faire cette vidéo-là, je vais aller voir 5 minutes après, puis je vais me dire « Damn! Je me suis planté complètement ». Mais je le fais quand même exactement comme je l'ai toujours fait, c'est-à-dire l'analyse de ce que j'ai vu et non pas des propos qui sont tenus à l'extérieur, de ce que les gens vont m'avoir écrit, parce que j'ai essayé de faire le plus possible de pas vous lire, mais en fait, j'ai réussi parce que j'ai pas lu aucun commentaire par rapport au dé ou ce qui est arrivé, qui a été éliminé. Fait que, bref, c'était simplement pour vous le dire, pour que vous soyez dans le mood que je vais vous parler de la semaine qui s'est déroulée avant dimanche. Donc, je prends pas l'épisode de dimanche en considération. Il n'y a pas énormément d'éléments distincts dans cet épisode-ci. Je pense que ça va se résumer beaucoup à 3 choses. Et le plus gros, je crois, c'est évidemment la situation Olivier, Pézy, Cendric, que j'ai essayé de tourner plusieurs fois dans ma tête. J'ai essayé d'analyser ça de façon logique, mais je pense que j'en suis venu à la conclusion que avec toute la façon que je regarde la situation, là, ben Pézy, c'est une folle. J'ai essayé de trouver un raisonnement logique derrière. J'ai essayé de comprendre. Puis peut-être qu'elle n'est pas folle, mais si elle n'est pas folle, elle est complètement en dehors de la traque sur comment agir en tant qu'être humain. Et ça résumerait le fait qu'elle est folle. Et c'est une folle. Vous savez, l'année passée, j'ai critiqué beaucoup Joanie par rapport au fait que s'il crie, sa façon d'être, puis tout. Mais je crois que Pézy, c'est pire. Pas dans l'optique qu'elle pète des crises. Au contraire, c'est un petit fleuve tranquille, Pézy. Mais c'est comme... Comment je pourrais vous dire ça, donc? Je comparerais ça à la folle qui vous tire des assiettes par la tête, genre parce qu'elle vous pète une crise, qui serait Joanie dans cette situation-là. Versus Pézy, avec qui vous êtes couchés un à côté de l'autre, là. Puis là, en plein milieu de la nuit, elle te regarde, super calme, et te dit « Mais il semble que je t'arracherais la tête avec un cure-dent. » C'est ça. Pézy, c'est ce niveau de degré de folle-là par rapport à sa façon d'être, par rapport à son amitié, parce que le problème de Pézy, c'est qu'elle se contredit, ou du moins, comment je pourrais dire ça? Donc, sa façon de se défendre démontre fort bien que y a un problème. Il y a quelque chose il y a un engrenage qui embarque pas. Il y a quelque chose qui déclique pas au niveau de la tête, de faire comme peut-être que ce que je fais, c'est de la merde. Tu sais, non, il y a de quoi qui se passe pas bien dans sa tête par rapport à Cendric. Je sais pas pourquoi Cendric. Je comprends qu'il y a des filles qui le trouvent intéressant, cute, mais je veux dire, rendu à ce stade-là, ça devient une sorte d'obsession. Puis je vais vous sortir une couple de quotes que moi, j'étais assis, puis je me disais, man,
elle s'est-tu écoutée? Puis, comme exemple, elle a dit, Oli, je t'aime plus que tout au monde. Ah, c'est bon, je t'aime plus que tout au monde. Quand tu dis ça à quelqu'un, c'est comme, écoute, t'es au-dessus de tout, là. Tu sais, je veux dire, je t'aime, ça n'a pas de bon sens. Mais je laisserai pas tomber Cendrick. Ben, t'aimes pas Olivier plus que Cendrick, d'abord. T'aimes pas Olivier plus que tout au monde. Viens pas me faire chier avec ta façon d'expliquer les choses. Ensuite de ça, je vais faire tous les compromis du monde, mais pas Cendrick. Je vais faire tous les compromis du monde, mais pas Cendrick. Ensuite de ça, j'essaie de rester focusé un petit peu. Je pense que ça va être ça toute ma vie, de devoir me justifier de ma relation avec Cendrick. T'aurais pas à te justifier si t'agissais comme un être humain normal, câlisse! Essaye de réfléchir 30 secondes à comment t'agis par rapport à Cendrick, puis comment tu peux faire du mal à Olivier. C'est comme, mais je comprends pas ça que les gens comprennent pas mon amitié avec Cendrick. C'est pas de l'amitié! C'est pas de l'amitié. De l'amitié, tu serais capable de faire une distinction, de faire comme, écoute, ça brime ma relation. Ça veut pas dire que l'autre est pas mon ami, mais je suis capable quand même de mettre une barrière que l'autre, tu sais, je le garde à une certaine distance parce que je le sais que ça peut nuire à ma relation, parce que l'autre personne avec qui je suis peut se sentir un peu attaqué là-dedans ou peut se sentir un peu mal. C'est même pas de la jalousie. On le voit, Olivier, là. Olivier, il en accepte en sacrifice, là. Il endure en tabarnak, là. C'est pas le gars, vraiment, qu'on pourrait dire qui est jaloux, possessif, puis qui te pète une crise. C'est comme, parle-tu plus de ta vie ou quelque chose. Non, il endure, là. C'est le bon gars, malgré tout. T'sais, j'ai pas nécessairement d'appréciation face à Olivier. Je vais pas commencer à dire « Oh oui, Olivier, c'est mon favori, j'espère qu'il va gagner et tout. » Mais ce que je veux dire, c'est que reste quand même qu'Olivier agit de façon mature, naïve, mais mature. Il essaye d'arriver, puis il n'y a pas de crise de jalousie, il n'y a pas de gossage dans sa tête par rapport à Paisy. Il essaye de y parler calmement, il essaye d'exprimer ses émotions, il essaye de... Paisy, elle s'en tabarnak. La passe qui me faisait que j'étais assis, je me disais, hey man, ça n'a pas de sens. C'est quand Olivier essayait de discuter de ça, puis là, Paisy, là, elle a changé de personnalité tout d'un coup. Il était dehors. La première fois qu'Olivier l'a confronté, c'est-à-dire après l'élimination de dimanche passé, et il est dehors, puis il essaie d'expliquer son point, puis elle, là, elle décroche complètement. Non, là, c'est pas Cendrick. Puis là, tu sais, puis là, elle tombe sa défensive. Ben là, si t'es pas capable d'accepter ça, que c'était pas... Puis elle tombe sa défensive, puis en même temps, elle va sur l'offensive. Puis elle essaie dans le fond, de démontrer à Olivier que c'est lui le problème dans la situation. Dans le fond, elle manipule Olivier pour dire, écoute, si t'es pas capable de comprendre ça, c'est parce que c'est toi qui es pas capable de comprendre ça, et c'est pas parce que le reste de l'humanité ne comprendrait pas, c'est toi le problème là-dedans. Tu sais, puis Olivier, il essaye super fort de... Puis, man, Paisy a l'air la crise de foi. Tu sais, je veux dire, Olivier, j'ai pas de sympathie pour lui. Mais sérieusement, décalisse, man! Sauve-toi de cette folle-là! Essaye de... Tu sais, je veux dire, j'ai de l'empathie. Regarde, je vais te prendre par la main, je vais te sortir de ton trou, calisse. Regarde, t'es dans la merde, là! T'as pogné la pire! T'as pogné la psychopathe de la gang! Je sais... J'ai écrit plusieurs textes par rapport à ça cette semaine, par rapport à Paisy, par rapport à... Mon Dieu, tu sais, je peux-tu expliquer vraiment un comportement de même? Puis non, c'est malsain, c'est ultra malsain, c'est pas... Rendu là, c'est pas de l'amitié, c'est vraiment, comme je dis, c'est une sorte d'obsession malsaine, puis juste le fait que Paisy se rende compte que ça nuit toujours à ses relations... Tu sais, je veux dire, t'as pas catché depuis le temps, tu sais... Nuire à une de tes relations, je te dis, ouais, ok, peut-être que, tu sais, c'est le gars, mais quand t'es capable de dire, ça nuit toujours à mes relations, puis tout le Québec nous en parle, puis c'est parce que tu trouves pas qu'il y a peut-être un questionnement que tu devrais avoir, il y a comme, oui, mais tu sais, c'est mon ami. Non, c'est pas ton ami. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, puis là, à ce moment-là, je vais parler de Cendrick. Je sais pas, moi, être Cendrick, puis je verrais la fille dans cette situation-là, la fille qui fait une folle d'elle,
publiquement par rapport à ça, c'est weird. Même moi, en tant que gars, je serais comme, écoute, ça serait peut-être mieux qu'on se voie moins, qu'on se jase moins, t'sais. Tu restes mon ami, si t'es dans le trouble, je veux dire, si tu tombes malade, t'es à l'hôpital, t'as besoin de... Je vais être là, ça va me faire plaisir, je vais te transporter, mais tu sais, c'est peut-être malsain ce qu'on vit. Non, Cendrick, il nourrit ça. Il fait l'effet inverse. Tu sais, j'avais pris la comparaison un peu l'autre jour du gars qui relance la perche pour que la fille reste toujours proche, pareil. Il fait toujours en sorte que la fille reste dans les environs, puis reste accrochée d'une certaine façon. Puis ça aussi, c'est un comportement malsain. À un moment donné, il faut que tu laisses l'autre partir. C'est comme... Je veux dire... Qu'une mère de famille ressente cette émotion-là de placer ses enfants avant n'importe quoi d'autre, je trouve que c'est normal. Tu peux faire la même distinction avec tes parents, de dire, écoute, c'est normal d'arriver et de dire, écoute, je peux aimer énormément quelqu'un dans ma vie, mais mes parents ont toujours été là pour moi. Mes parents vont toujours passer avant pour en prendre soin, parce qu'ils ont pris soin de moi avant, puis il faut que je sois là pour eux autres. Et Cendrick, c'est même plus ton chum, c'est même plus... Puis, genre, elle est prête à sacrifier n'importe quelle relation, n'importe quoi qui pourrait y apporter le bonheur pour préserver sa relation avec Cendrick. C'est comme... What? Tu sais, rendu là, si tu l'aimes à ce point-là, sois avec. Puis elle fait comme, non, mais tu sais, ça fonctionne pas entre moi et lui. Ben, Chris décroche! Calisse-nous patience. Puis le pire, c'est qu'elle critique le Québec d'une certaine façon parce qu'elle a fait le speech. J'ai pas la quote exacte, mais ça peut se résumer un peu à ça. C'est comme, ça vous concerne pas, man, en parlant de sa vie de couple avec Cendrick. Tu sais, puis là, elle parle dans le fond, que le Québec y en parle, que du monde y en parle au quotidien ou n'importe quoi. Puis c'est comme, ça vous concerne pas, man. Hey, Chris, t'es à Occupation Double à cause de Cendrick. Tu t'affiches avec Cendrick. Tu t'envoies des places au Beach Club puis tout. Puis après ça, c'est comme, non, mêlez-vous pas de ça. C'est plate. Mais là, je comprends avant que tu fasses Occupation Double Grèce. Ok, je peux comprendre. C'est ta vie privée. Correct. T'es pas... T'as pas à subir le contre-coup des choix de Cendrick parce que t'es à l'extérieur. Maintenant, t'es à Occupation Double. T'es à Occupation Double à cause de Cendrick. C'est lui qui fait en sorte que t'es là. Ben, c'est bien de valeur. Là, ta vie privée avec Cendrick, malheureusement, est exposée au public. Puis il va falloir que tu vives avec les conséquences de ça. Puis, je sais pas, ce qu'a fait vivre Olivier... Olivier, il est masochiste, là, je pense, d'une certaine façon. Il est... Ben, je pense que l'expression bonasse est bon dans ce système-là. C'est pas nécessairement que je respecte ça, aucunement. Je veux dire... Mais je pense qu'il veut donner des chances. Il veut y croire. Mais sincèrement, je pense qu'il a pogné à pire. Je pense sincèrement... Au début, Paisy me laissait indifférent d'une certaine façon, puis je me disais... Peut-être que, tu sais, entre ce qu'elle dit, fait comme, ben, je t'ai mis avec Cendrick, puis on est capable de jaser. Oh, oui, tu sais, écoute, si tu lâches un coup de téléphone aux 2 semaines, ben correct, y a pas de trouble. Mais quand tu vois la réaction qu'elle a, le lien qu'elle a avec elle, avec lui, c'est comme, man, mais d'où c'est que tu sors? c'est comme, c'est pas sain. Puis des fois, je regarde ça, puis je me dis, attends, peux-tu arranger? Pas arrangé dans le sens de dire la production est là-dedans, puis il y a une grosse conspiration, mais tu sais, ça se peut-tu qu'elle soit rentrée là en étant quand même avec Cendrick d'une certaine façon, mais elle sait qu'il faut qu'elle soit avec quelqu'un pour gagner à la fin, je sais pas. Je sais pas. Tu sais, qu'elle ait une sorte de manque quand Cendrick est pas là, qu'elle soit déprimée quand Cendrick est pas là. C'est vraiment les symptômes de quelqu'un qui est en amour avec un autre. Je veux dire, c'est pas... Pour moi, c'est pas de l'amitié rendu là. Il y a de quoi de malsain. J'aimerais ça vous l'expliquer comme du monde. J'aimerais ça pas me répéter 100 fois. Mais j'ai vraiment essayé de l'analyser. Puis, man, ça me jette sur le cul. Son agissement. Puis comme je dis, c'est... Quand Olivier vient qu'à la confronter, puis en y en parler, puis c'est même pas une confrontation, là, il va juste y en parler,
hey, tout de suite, sa défensive, puis après ça, hey, il rentre dedans comme si c'était lui la normale là-dedans, tu sais. On le voit, la fille, elle a même pas de compassion envers Olivier, fait comme, ouais, mais c'était moi dans ta situation, tu sais, puis en plus, elle le dit, à un moment donné, tu sais, si ça avait été la même chose avec Olivier, je me sentirais pas bien, puis tu sais, elle explique tout ça durant la semaine. Tu sais, la présence de Cendric, si ça avait été elle dans cette situation-là, pis mais quand lui, il va y parler, dire, écoute, je trouve ça un peu étrange, là, elle s'en calisse. C'est comme, écoute, bon, ben, si t'es pas prêt à accepter ça, ben, regarde, ça vaut pas la peine de continuer. Puis, c'est sec, c'est. Il y a un manque d'empathie, il y a un manque je sais pas, c'est. Puis vous écouterez un peu la séquence, puis vous devez l'avoir vu, mais la séquence que Olivier, il en parle le soir, dehors, puis moi, Paisy, là, elle s'est transformée comme de Dr. Jekyll à Mr. Hyde. Ça a été tout un, tout l'autre. On dirait que c'est plus la même personne. On dirait qu'il y a de quoi qui a shifté dans sa tête. C'est-tu à ce point-là, genre, pathétique dans ta tête que Jean Cendric a une importance? Je veux dire, c'est rendu de la drogue, là. C'est rendu comme si tu veux sniffer une ligne de cocaïne, là. Je veux dire, on a une députée à Québec qui est forte là-dessus, d'ailleurs. Mais ça reste quand même ça. Je veux dire, ça a l'air d'être une dépendance qui... Man, faut que tu soignes ça, ma grande. Si c'est juste cette dépendance-là, je me dis, écoute, déjà là, faut que tu décroches, mais je pense que c'est un problème plus profond. Je sais pas c'est quoi qui... Tu sais, voulez-vous vraiment être un gars qui vive dans une situation de même? Moi, jamais de la vie. Jamais de la vie. Je voudrais jamais accepter ça. Puis, tu sais, pour les filles qui vont défendre le fait, ouais, mais c'est son ami, mais inversez le rôle. Inversez le rôle de dire que votre chum a une amie de fille qui a ce genre de lien-là avec. Puis ça vous ferait pas capoter. Moi, je pense que la majorité des filles capoteraient. Et je vous dis pas qu'il y en a pas qui feraient comme moi. Bon, c'est pas si grave. Mais, man, je pense que la majorité des filles ne tripperaient pas partout. Tu sais, des becs à la bouche. Puis pour moi, c'est pas d'être fermé. Je vais expliquer juste le fait que je pense que quand t'aimes quelqu'un, le but, c'est quand même de comprendre les choses qui peuvent y faire du mal. Puis d'éviter de faire les choses qui peuvent y faire du mal. Tu sais, d'essayer de comprendre son point de vue, de regarder ça, puis de dire, tu sais, je pourrais comprendre de dire, ah ben écoute, j'y parlais tout le temps, puis je vais essayer, tu sais, de peut-être moins jaser, mais ça reste un ami, tu sais, je veux quand même être là s'il y a des moments difficiles, tout. Ouais, ok, ben c'est un bel effort, c'est le fun que tu m'en parles, puis tout, tu sais, ah ben tu sais, j'avais l'habitude, c'est vrai de donner des becs ça la bouche avant, puis je vais faire attention à l'avenir. Ah, ok, ben t'as compris un peu le principe, tu sais, je veux dire, tu vas faire attention. Peut-être que tu seras pas parfaite, mais tu vas faire attention. Ok, parfait. T'as compris le message d'une certaine façon que ça peut faire du mal à l'autre. Elle s'en calisse. C'est comme, je te fais souffrir un lit. Tabarnak! Tiens, je te poignarde encore un peu plus, puis je te montre, là, que c'est toi le problème. C'est toi qui es pas prêt à accepter ma relation avec Cendric. Calisse! Je pense que c'est la pire folle que j'ai vue. Dans Occupation Double, je pense que ça bat Joanie. Joanie, c'est le genre de folle expressive que tu sais pas trop ce qui va arriver, là. Mais d'une certaine façon, c'est comme... C'est une folle en surface. C'est une folle genre que... Mais Paisy, c'est le fleuve tranquille qui devient tout d'un coup un monstre. Moi, j'en revenais pas. Sincèrement, j'en revenais pas. La réaction qu'elle a eue avec Olivier, je pensais qu'elle allait réagir de façon beaucoup plus intelligente que ça. Puis, je reviens avec les propos que j'ai eus la semaine passée. Je comprends pas Cendric non plus d'être allé la confronter là-dessus en Grèce parce que il vient d'y donner une image de marde. Il vient vraiment tu sais, je veux dire, sincèrement, moi avant, ça me dérangeait pas qu'Oli et Paisy gagnent. Ça me laissait indifférent, je vous dirais. Aujourd'hui, sincèrement, je veux pas avoir gagné. Jamais de la vie. J'aimerais ça qu'elle se fasse même éliminée avant la finale. Je veux plus voir ça à la TV.
C'était tellement malaisant. C'était tellement... Puis, d'un autre sens, je regarde Oli, puis il est tellement naïf dans ça. Il veut tellement donner la chance. Puis, je pense que, tu sais, je veux dire, la séquence que Jay du Temple, il monte, puis tout, c'est comme, hey, wake up, mon gars, là, regarde, tu te fais peut-être niaiser. Puis cette semaine, ça a été la seule fois, je pense, que j'ai été d'accord avec Renaud. Quand Renaud est arrivé, puis il a dit, tu sais, j'ai pas à quote, malheureusement, mais qui parlait ça, hey man, allume, là. Ça marcherait pas, puis il dit, moi, j'accepterais pas ça, puis je ferais comme, écoute, je veux pas de cette relation-là. C'est la première chose que je suis comme, ouais, ben Renaud, il a du sens dans son speech, là. Mais Olivier, il croit trop. Puis, il a l'air de l'épais. Là, il est en train... Moi, en mon sens, il est en train de se faire humilier devant le Québec. Sortez-les de là, ça n'a pas de sens. Je veux dire... Tu sais, Paisy l'aime peut-être, mais elle l'aime mal. Elle l'aime extrêmement mal. Parce qu'en mon sens, elle n'a pas réglé ses démons. Tu sais, va régler tes affaires, ma grande. Tu sais, essaye de voir pourquoi que ça marche pas. Pourquoi tes relations marchent pas à cause de Sandrine. Pourquoi ça fait toujours ça. Va te questionner, là. Puis après ça, peut-être que tu vas arriver à des réponses. Elle est peut-être pas folle, elle est peut-être juste épaisse. Peut-être. Peut-être que Sandrick la manipule full pin. C'est possible. Mais juste la façon qu'elle a réagi face à Olivier cette semaine, je sais pas, ça me... J'ai eu un recul terrible. Fait que j'avais écrit plein de choses. Je voulais y aller de façon... j'avais écrit plein de choses logiques. J'analysais certains comportements, certaines scènes, certaines affaires par rapport à elle. Puis je me lis, puis je préfère y aller de façon... je vous dis ce que j'ai dans sur le cœur. Est-ce que je l'ai? Je l'ai. J'ai développé une haine envers Paisy en une semaine. Pour avoir une haine équivalente, Joanie, ça m'a pris des semaines. Renaud, ça m'a pris des semaines. Mais Paisy, elle a réussi ça en une semaine de faire comme, hey man, mais t'es quoi, toi? Je sais pas. J'aimerais ça vous entendre là-dessus si vous trouvez que le comportement de Paisy est normal. Puis là, je veux pas... C'est ça que que je veux expliquer. C'est pas le comportement d'avoir amitié goffée. Ça, c'est un autre topic qu'on pourrait jaser pendant des heures. C'est l'obsession de cette amitié goffée-là. C'est cette nécessité puis cette genre de dépendance que Paisy a envers Sandrick qui, moi, je trouve pas saine du tout, là. Puis, je dirais la même chose avec quelqu'un qui est dépendant aux drogues, de cette façon-là. Essayez de vous imaginer que Sandrick, c'est une drogue. Mettons, comme je vous disais tantôt, c'est de la coke, c'est du LSD, c'est n'importe quelle drogue. Puis que vous voyez Paisy qui agirait de même en parlant de sa drogue. Tu sais, Olivier qui ferait comme, ouais, ben, tu sais, cette nuit, puis tout. Non, pas en tout, tu sais, ma drogue, c'est tout ce qui est important, puis si t'es pas capable de comprendre, qu'est-ce que vous feriez à cette personne-là? Vous conseilleriez d'aller consulter, d'aller en institut, d'avoir une cure pour essayer d'enlever sa dépendance. C'est probablement tout ce qu'on ferait tout dans ce genre de situation-là. Ben, c'est exactement pareil. Paisy, ce qu'elle fait, c'est... je sais pas ça... Puis... je pense que même la production, d'une certaine façon, a été surpris que ça soit aussi intense. Ou peut-être qu'il savait à cause qu'il avait entendu des rumeurs puis des affaires, mais... Man, c'est pas sain. C'est pas sain. Fait que j'ai pas voulu analyser ça de façon objective. Je suis allé plus mon feeling. Fait que la majorité de mes notes m'ont pas servi vraiment là-dessus. Mais je vous dirais que c'est... J'essaie de réviser mes notes pendant que je vous parle, hein, de dire, y a-tu quelque chose que je pourrais rajouter qui est un peu plus objectif et qui est pas émotionnel, de faire comme, c'est une crise de folle! Je vais essayer de voir ça, là. Non, je pense que ça fait le tour. L'analyse objective et la psychoanalyse de Paisy, je pense qu'on va passer parce que ça va être comme plate un petit peu. Mais bref, le résumé de mon propos, c'est, hey, folle, Chris. Bon. OK, puis on va voir si Oli, à un moment donné, va se réveiller, se faire comme... T'sais, pour Oli, il tombe toujours, la façon qu'il parle, du moins, il tombe toujours sur des hosties de chiennes. Puis je pense que là, il est tombé sur la pire de la gang.
c'est un pattern ici qu'il faudrait qu'il travaille. Par contre, je dirais que dans le comportement, ça a été normal pour lui parce que Pézi avait l'air tellement de la petite fille douce, tranquille, puis que, tu sais, oui, son affaire avec Cendrick était un peu bizarre, mais tu sais, entre ce qu'elle disait versus ce qu'on a vu au fil de la semaine, je me dis, ben, au début, ça avait l'air d'être, ben, je t'ai mis avec, mais tu sais, je veux dire, je suis juste ami avec. OK, ben, je suis correct. T'es ami avec. Tu peux y jaser, te confier. T'as l'impression que c'est la bonne oreille pour t'écouter. Bon, OK, c'est acceptable. On peut en débattre. T'sais. Mais non, c'est pas ça. Là. Le lien qu'ils ont ensemble, c'est bien au-delà. Là. Il y a un hostie de gap entre l'apparence qu'elle voulait créer au départ de dire que c'était pas grave versus la réalité qu'on a pu voir cette semaine. Puis la réaction qu'elle a, la réaction vraiment weird qu'elle a par rapport au fait, dès qu'elle se fait challenger face à son amitié avec Cendrick, qu'elle capote, là. Moi, ça me fait penser à quelqu'un qui, bon, oui, qui consomme des drogues ou quelqu'un qui est pris dans une secte. T'sais, je sais pas si vous avez déjà rencontré quelqu'un qui était brainwashé dans une secte, là. Ça me fait penser à ça. Fait que t'essayes de te parler calmement, genre, ouais, mais c'est peut-être pas bien pour toi. Non, tu comprends pas. Ils comprennent mes besoins, puis c'est ma spiritualité. Puis là, ça capote, là. Ben, c'est un peu la même affaire. C'est à ce degré-là. Fait que je résume ça des fois en disant, ben, elle est folle, mais, tu sais, puis c'est un peu ce que je marquais dans mes notes, c'est elle est peut-être brainwashée aussi. Il y a peut-être de quoi qui est pas sain. Il y a peut-être un manque qu'elle a que je sais pas, c'est... Puis, tu sais, elle dit, il faut que je te jase de trucs à l'extérieur quand elle disait ça d'Oli, puis tout, c'est comme, c'est quoi qu'il y a de si grave? Puis, oui, on pourrait étendre ça, on pourrait regarder un peu toute l'aventure de Pézi. Au début, ça avait l'air de la fille qui était beaucoup plus ouverte sur ses relations. Elle avait parlé d'ouverture de couple, de l'échange de couple, des trucs du genre dans les premières semaines. Avec... Est-ce qu'elle a une vision du couple différente de la nôtre? Bon, ok, peut-être. Ça t'appartient. Ça, c'est pas grave. Ça, je m'en fous complètement, puis t'as le droit de le faire. Mais malgré tout, Cendrick, ça a l'air d'être quelque chose de malsain. C'est surtout ça le problème. C'est le côté malsain de la relation qu'elle a avec Cendrick qui fait du mal autour. Tu sais, que les gens se questionnent, c'est une chose, mais là, elle fait directement du mal à Olivier. Puis, elle essaie de le convaincre que c'est lui le problème. Elle essaie pas de remettre... Elle a, de toute la semaine, depuis même le début de l'aventure, en aucun temps, on l'a vu se questionner, dire « Est-ce que j'agis bien par rapport à Cendrick? » N'importe qui de normal. Je veux dire, si vous avez 5 relations en ligne qui chient, vous n'allez pas vous poser la question de dire c'était quoi le problème? Pourquoi ces relations-là ont chié? Puis si le pattern revient d'une relation à l'autre, que c'est toujours la même maudite affaire qui fait chier la relation, vous vous questionneriez pas sur dire peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faudrait que je change là-dedans. Moi, je pense sincèrement, moi, je me questionnerais au bout de 2 relations. Là. Elle, je sais pas combien de relations qui ont chié à cause de Cendrick, mais ça va l'air d'être nombreux. Là. Ça va l'air d'être plusieurs relations. Tu sais. Mais elle se questionne pas. Elle se pose pas la question. Elle fait pas le raisonnement de dire c'est-tu moi qui est pas correct? Tu sais, si elle avait eu ce genre de réflexion-là en étant assis avec Olivier, de dire j'avoue que peut-être que c'est intense, il faudrait que je regarde ça autrement, sur un autre œil. Tu sais, je vais essayer de faire attention pour toi, puis j'aimerais ça l'analyser avec toi, puis s'il y a quelque chose, tu m'en parles. Pas en tout! C'est comme, je m'en calisse de toi. T'es mon monde, t'es mon univers, mais je m'en calisse de toi, Cendrick, a le dessus sur toi. Bref. Je pense que ça fait le tour. Comme je vous dis, je pourrais faire une psychanalyse peut-être plus poussée de Pézi, analyser ses actions, analyser... Ça serait-tu le fun, ça serait-tu pas le fun? Je ne sais pas. Je serais peut-être dans le champ aussi. Je connais pas sa situation personnelle, mais je pense qu'elle a... Je pense sincèrement que c'est une genre de dépendance malsaine dans laquelle il faudrait qu'elle aille de l'aide. Je pense qu'il faudrait qu'elle aille un regard objectif extérieur qui pourrait peut-être y faire réfléchir sur certains points, dire, tu sais, soit
soit avec Cendric, tu sais, de te dire, bon, ben, ok, bon, ben, tu l'aimes à la folie, il est important dans ta vie, ok, ben, sois avec. T'es heureuse avec, bon, parfait, y a pas de problème, on t'en voudra pas que c'est ton âme sœur. Bon, ok, vas-y, puis arrête de nous faire chier avec autre chose. Ou, ben, donc, décroche, ma grande, là, tu sais, fais un mot. Mais non, elle reste comme je vous dis, c'est quasiment une attitude psychopathe de ce côté-là. Je suis comme, c'est weird. C'est vraiment la transformation du Dr. Jekyll, Mr. Hyde qui m'a frappé. Moi qui m'a frappé, en tout cas, de l'avoir complètement changé d'un coup. Dès qu'Olivier a remis en doute le truc de Cendric, là, l'avoir changé complètement d'attitude, c'est ça que j'ai comme... Damn! Ça, c'est venu me chercher. Fait que bref, passé Oli, Pézy puis Cendric, qu'est-ce qu'on a? On a eu, je trouve qu'on a eu une belle semaine de Jonathan Maude. Ça a été intéressant de les voir. Pas d'événements marquants, mais on a vu encore Jonathan super le fun, super drôle, des bons speeds. Il a gagné aussi une des compétitions. Maude aussi a bien paru. C'est son petit événement avec Juliane, entre autres. Ça a bien été. Je trouve que c'est des belles semaines pour ces deux-là. Pas des semaines complètes dans le sens que je trouve pas qu'il y a du matériel de façon intensive par rapport aux autres. Jonathan en a eu plus, Maude un peu moins. Mais Jonathan s'est démarqué beaucoup sur, encore là, les activités qu'il a données, entre autres le 4000$ qu'il a donné à Maude. Des trucs du genre, puis il a même pas l'air de se sentir mal, il est heureux pour les autres. Jonathan très très bien paru cette semaine, fait que kudos à lui, c'est extraordinaire. Sinon, bon, Renaud, Jess, ils sont la cible de tout le monde. Il y a beaucoup de gens cette semaine qui sont venus m'écrire, qui m'ont dit « Ah, ben là, c'est la semaine que Renaud et Jess s'en vont. » J'ai pas ce feeling-là. À date, je les vois pas partir encore. Peut-être qu'ils vont partir, mais je les vois pas partir encore. Je suis comme... en mon sens, il manque encore un step pour les voir partir. Il manque de quoi? Il manque une jonction d'histoire. Peut-être que c'est ce qui se passe dimanche, puis qu'on voit vraiment le déroulement de toute la stratégie derrière pour les blindsidés, puis ça serait merveilleux, mais j'ai l'impression que présentement, il manque encore un step. Fait que, bon, là, on a l'élimination de dimanche. Que vous savez déjà c'est qui part ou qu'est-ce qui se passe. Fait que je vais essayer de l'analyser de ma perspective que j'ai pas écouté l'épisode. Il y a deux choses. C'est un peu la même chose, mais sous deux perspectives. Là, la chose que j'ai remarqué, c'est que Jay a pas une enveloppe rouge dans les mains. Quand ils sont à la table, parce qu'on voit la séquence de la table, encore là, je ne sais pas si la production l'a fait par exprès ou l'a fait de façon, je pourrais dire, sans le vouloir, comme ils l'ont fait dans plusieurs occasions dans le passé. Là, ils ont de la misère à éditer le publicité, moi, à mon sens. Mais on a vu à la table aussi que c'est pas une enveloppe rouge, c'est une enveloppe bleue. Là, on a vu autour de la table Jonathan, Juliane, Andrew. Et en face d'eux, ils ont les photos de leur couple. Au début, quand j'ai vu la séquence, je l'ai vu sans avoir écouté tous les épisodes au départ. Je me suis dit, hey man. Là, j'ai regardé toute la stratégie de dire, OK, un des trois va partir, un des trois couples va partir. Je l'ai analysé de cette façon-là. Fait que ça, c'est ma première analyse de quand j'ai vu juste la publicité, puis comme je vous dis, j'avais pas vu les quotidiennes. Et là, je regardais ça, je me disais, bon, comment que Jonathan peut s'en sortir rendu là? Jonathan est avec Maude, Juliane est proche de Maude. Est-ce que l'alliance Jonathan-Juliane pourrait faire sortir Andrew? Là, je regardais ça, je me disais, hey man, sortir Andrew, ça serait tout qu'un cas intense. Est-ce que Jonathan pourrait se rallier à Andrew sur le côté bro, puis sortir Juliane-Yann? Logique. Est-ce que Juliane et Andrew pourraient dire ouais, ben les autres sont pas un couple, on va les sortir? Fait que
Moi, à mon sens, toutes les possibilités étaient là. Mais en écoutant les quotidiennes, j'ai commencé à ne plus y croire. En ce sens que, et ça c'est quelque chose qui est arrivé avec Big Brother Québec, le fait de se battre dans des compétitions pour gagner ta place autour de la table, que tu t'es donné à fond, logiquement tu t'es donné, l'aviron puis tout, pour finalement t'être battu à la table pour potentiellement te faire éliminer. À Big Brother Québec, il avait fait une affaire de même pour garder Faye. Tous les joueurs s'étaient battus, puis finalement, le récompense était que Faye restait. C'était comme complètement ridicule, ça avait très mal passé. Puis ce sentiment-là là, de dire, il aurait fait. Tu sais, c'est pas comme quand il laisse choisir du monde pour aller à la table, ou que le monde s'offre pour aller à la table, il arrive à la table, c'est comme, tiens, c'est entre vous autres que ça se joue. Je me dis, bon, ben ça c'est correct, ça a une certaine logique. Mais de se battre pour ta place à la table, et que c'est toi qui risque de se faire clencher, de se faire éliminer, je trouve que ça manque de logique. Est-ce qu'Occupation Double ferait ça? Je pense que non. Ils ont pas cette vision intensive-là de créer des twists pour créer des twists épaisses. Là. Ben, ils en font, mais je trouve que ça serait un step de plus. Et s'ils vont dans cette direction-là, sincèrement, je vais perdre énormément de respect sur le façon de procéder. Mais sincèrement. Mais si ça arrive, je pense que le meilleur bet pour Jonathan, parce que moi je vais toujours y aller du côté de Jonathan, c'est de s'allier à Juliane puis de sortir Andrew Catherine. Moi je pense que c'est le move le plus intelligent à faire, de faire valoir de dire à Juliane, écoute, Maud c'est ta girl, moi je vais te protéger, on sort Andrew. Est-ce que Jonathan serait ce genre stratégique-là? Je suis pas sûr. Mais ça serait un move à faire en maudit, puis ça serait le move à faire, en mon sens, rendu à la table. Au-delà d'éliminer Juliane puis Yann, je trouve que ça serait pas un move gagnant pour Jonathan. Et encore là, pour Andrew et pour Juliane, sortir Jonathan, c'est pas le move du siècle non plus. Est-ce que on le voit que les joueurs sont pas ultra stratégiques? Est-ce qu'ils pourraient l'être à ce moment-là ou est-ce qu'ils continueraient à ne pas l'être? Ça, c'est dur à dire. Il y a peut-être une lumière qui va popper quelque part, peut-être pas. Mais dans les circonstances, moi, je dirais, bon, ben, logiquement, moi, j'éliminerais Andrew Catherine. Mais ils n'ont pas eu de mauvaises semaines. Puis ça, c'est toujours un peu ça que je regarde. Si, mettons, je compare, Juliane et Yann ont eu une mauvaise semaine. Juliane s'est plaint beaucoup. Elle a remis en doute la confiance de Yann. Tu sais, tout son speech, je disais, moi, il me faut un homme qui se tienne debout, qui s'assume, puis que là, moi, je veux pas le réconforter. Fait que dans ce contexte-là, si j'avais à analyser la semaine, Juliane et Yann partent. Si j'y vais vraiment avec cette vision-là que c'est les gens autour de la table. Mais je pense que ça sera pas ça. Je pense que... mais je veux vous... Je ramène le fait que si c'est quelqu'un autour de la table, si cette twist-là, c'est vraiment ça, puis je trouverais la twist vraiment poche, avec la semaine qu'ils ont eu, Juliane, Yann vont se faire éliminer. Pour je sais pas quelle raison, est-ce que ça va être genre tu lances les dés puis le score le plus bas va se faire éliminer, j'en ai aucune espèce d'idée, mais je pense que ça serait le couple le plus à risque à l'heure actuelle. Par rapport à la façon qu'ils ont été montrés dans l'émission. Moi, je pense que ça va être une twist différente de ça. Le fait qu'il y ait les trois images devant eux, que ce soit une enveloppe bleue ou noire, en tout cas, que ce soit pas l'enveloppe rouge traditionnelle, bon, les choix sont un peu limités. Est-ce que les trois doivent choisir un couple qui va éliminer quelqu'un? C'est de dire, bon, ben, il faut qu'on choisisse un des trois couples autour de la table qui va prendre la décision d'éliminer un des autres couples qui n'est pas autour de la table. Ça pourrait être une twist intéressante. Ça pourrait être une twist qui fait en sorte que, logiquement, si, par exemple, Andrew est choisi, il pourrait ne pas choisir d'éliminer Renaud. Il pourrait éliminer Olivier Pézy. Ça fitterait quand même dans la perspective que Olivier Pézy a eu une semaine de marde.
que les deux ont songé à partir. On a vu Pézy qui faisait sa valise, qui était tanné. Donc, dans cette perspective-là, Andrew pourrait être celui qui élimine Olivier par sympathie. De dire, écoute, va régler tes choses en dehors, bang. L'élimination de Lee est revenue aussi beaucoup sur le plancher. Fait que, ouais, éliminer Olivier, je trouve que ça fait de la logique, puis que ça serait Andrew qui le fasse. Ça ferait encore plus de logique en mon sens. Encore là, si c'est ça qui arrive. Ensuite de ça, bon, Jonathan éliminé Renaud, mais est-ce que la production aurait laissé cette possibilité-là dans les airs? J'ai l'impression que non. Cette semaine, c'est un peu... Puis c'est pour ça que ça me bug un peu pour une élimination, parce que est-ce que la production voudrait vraiment risquer de perdre un de ses power couples? Un des couples que eux veulent garder. Renaud, Jess ou Jonathan Maude. Puis j'ai de la misère à imaginer. Si, mettons, Renaud avait été autour de la table avec Jonathan, je pense que la production aurait fait comme, OK, allez-y, puis éliminez qui vous voulez. Je pense que oui. Mais là, vu que Renaud est en danger, j'ai de la misère à voir que la production va faire ça. J'ai de la misère à concevoir ça. Ça peut arriver. Ils vont peut-être dire, ben finalement, regarde, le couple est malsain pour le jeu. La game a été bien plus le fun cette semaine vu que Renaud était pas là. Puis on le laisse partir. Mais il manque encore un step, comme je vous disais tantôt. Il manque un step pour l'élimination de Renaud. J'ai pas l'impression qu'il est rendu au stade de se faire éliminer. Donc, dans ce contexte-là, c'est-tu une immunité qu'ils vont donner à un des couples autour de la table? Est-ce qu'au lieu d'éliminer quelqu'un, ils gardent quelqu'un plus longtemps? Ils donnent une immunité d'une semaine, 2 semaines à quelqu'un autour de la table, puis finalement, il n'y a personne qui est éliminé? Ça pourrait-tu être... est-ce que, dans le fond, le preview qu'on a vu, il nous dirige sur, je sais pas moi, une table d'élimination, parce que tu as 2 événements distincts. Donc, le premier serait peut-être, je sais pas moi, de donner un voyage à un des 3. Puis que ça serait on pourrait dire du misleading. Ouais, c'est dur à analyser, mais je trouve que c'est pas cohérent que Jonathan Maude puisse être à risque. Et je trouve que c'est pas cohérent que Renaud Jess soit à risque. Fait que j'ai pas le feeling qu'un ou l'autre va partir. Donc, j'ai pas l'impression que l'élimination va être faite de façon conventionnelle. C'est dur à dire. Je pense que ça doit être par rapport à une twist que la prod a pensé pour sauver les deux. Pour sauver les deux couples. Puis dans ce contexte-là, ben, c'est dur d'analyser, de dire c'est qui va partir. Parce que c'est une twist que la prod a emmenée. Fait que si on savait la twist, si je savais la twist, je vous l'expliquerais peut-être un peu mieux. Je vais l'avoir pour la semaine prochaine. Mais je pense que ça peut se résumer à ça. Fait que, présentement, vu que c'est une enveloppe bleue, je dirais que c'est plus quelque chose qui pourrait sauver. Est-ce que ça va être comme exemple, vous sauvez des couples, chaque couple sauve un couple. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant de ce genre-là. Fait que chacun a son enveloppe et chacun décide d'un autre couple à sauver. Mais encore là, ça se tient pas dans le sens que il n'y a pas assez de monde, il n'y a pas assez de... il y a comme... Il manque d'espace pour qu'il reste... Mettons, s'il y avait eu 7 couples, là, ça aurait eu de la logique de dire, ben, il y a 3 couples autour de la table, chacun a choisi un, puis le couple qui reste, ben, c'est de bonne valeur, mais il se fait éliminer. Fait que, je sais pas, mais c'est sûr que la prod ne voudra pas laisser partir les joueurs qu'elle considère forts. Donc, autant Jonathan Maude qui était à table, je les verrais pas les mettre à risque, et autant Renaud, Jess, je vois pas que la prod voudrait les mettre à risque non plus. Fait que ça va être une twist d'entre deux. Les 2 couples que je pense qui sont à risque cette semaine, peu importe les twists, c'est Yann, Juliane. Pourquoi? Parce que la prod, elle s'en fout d'eux autres. Parce qu'ils sont pas intéressants à TV. C'est les Karim et Shani de cette année. Ils laissent indifférent. C'est plate. Ils ont montré des aspects bien négatifs des deux cette semaine. Fait que ça serait logique. Il y a Olivier Pézy. Beaucoup d'actions à cause de Cendric. Fait que la production voudrait-tu les laisser partir tout de suite à cause de ça?
J'ai de la misère à le concevoir aussi. Mais par contre, les deux voulaient quitter. Les deux pourraient très bien avoir demandé de partir, de se faire éliminer cette semaine. Ou en tout cas, Olivier aurait pu le demander. Ou Pézy aurait pu le demander. Puis, eux autres, une semaine très négative. On a vu beaucoup de beaux moments, mais des beaux moments avec un malaise en arrière. Fait que je pense que ça peut jouer vraiment Yann, Juliane et Olivier Pézy selon les twists de la prod, selon ce qui se passe, ou, comme je dis, pas personne. Je trouverais ça un peu weird, mais tu sais, dans le sens de dire, est-ce qu'ils vont sauver quelqu'un? Ils vont sauver un couple? Faut-tu qu'ils choisissent quelqu'un qui va éliminer quelqu'un d'autre? Je sais pas. Fait que, on va bien voir. J'ai hâte d'aller voir, hein. Après la vidéo, je vais sûrement aller jeter un petit coup d'œil pour voir si j'étais dans le champ, genre. Mais là, je vais écouter la vidéo, puis ça va être Renaud ou Jess qui va partir, je vais faire comme, man, est-ce que j'ai l'air épais? Mais c'est pas grave. Mais non, mais je pense pas qu'ils partent. J'ai de la misère à le voir. En tout cas. Mais je me suis trompé avec Survivor, fait que on sait jamais. Donc, bon. Maintenant, ce que j'ai, c'est évidemment vos commentaires. Vous m'avez posé plein de questions cette semaine. J'ai gardé plusieurs de vos questions, plusieurs de vos commentaires. Je me rappelle pas exactement tous les commentaires, fait que je vais les lire au fur et à mesure, comme à chaque fois. Donc, on a eu Tcha-Tcha qui nous avait écrit « Ça serait cool des gens bien normales, avec la vie normale, une garde-robe bien normale, même des grosses. » J'aime pas l'expression, mais bon, je me rappelle pas d'avoir déjà vu une fille qui avait un surplus de poids. Je comprends ton point, Tcha-Tcha. Puis ça, c'est quelque chose que les gens comprennent pas beaucoup par rapport au casting de ces shows-là. Oui, ce serait le fun. Et ça serait plaisant d'avoir du monde normal, puis d'avoir du monde... Mais le monde normal ne se présente pas aux auditions. C'est pas juste une question de dire que vous avez que les choix de casting, c'est toujours la même affaire. C'est que malheureusement, dans le casting, c'est toujours le même monde qui se présente. C'est toujours le même type de personne. Parce que, essayez de vous imaginer, parce que je vais faire aussi le parallèle avec l'âge. C'est que, par exemple, vous voulez vivre une aventure comme OD, c'est une aventure de 2 mois et demi. Des gens de plus que 30 ans, là, il n'y en a pas beaucoup qui vont vivre ça. Pourquoi? Parce que la majorité des gens de 30 ans et plus ont des emplois stables, ont souvent, des fois, leur maison, ou ont déjà fondé leur famille, ont des enfants. Ils peuvent être célibataires, mais ils ont des obligations de vie plus importantes. Des prêts à payer, Fait de tout abandonner, puis de dire, écoute, moi, je mets tout ça sur la glace, puis chaque remonquant, je vis mon aventure OD, 98% du monde ne voudront pas le faire. C'est comme ça. C'est dans le nature. Oui, tu vas en avoir des fois qui vont vouloir, mais pas bien, bien. Ensuite de ça, il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se présenter justement parce qu'ils sont complexés d'eux-mêmes. Des personnes avec des surplus de poids ou autres ne veulent pas se présenter aux auditions. Ils ne se présentent juste pas. Fait qu'ils peuvent pas être castés, il peut pas avoir de monde normal. Ils veulent pas se présenter parce qu'ils ont peur justement d'être jugés sur leur physique, sur leur apparence, sur ci, sur ça. Et il n'y a pas de sélection qui est faite là-dessus. En plus, ces gens-là se disent souvent, ben écoute, dans ces émissions-là, c'est toujours des beaux gars, bien bâtis, tout. Ils me prendront pas. Ils me sélectionneront pas pour aller à la fin. On a vu, à la limite de ce que ça peut être, on a vu un peu Alanis l'année passée, qui était une femme, je dirais, un peu plus normale, puis une belle femme, mais tu sais, avec une shape un peu plus hors norme pour Occupation Double, je pourrais dire. Puis là, c'est aucunement pour la dénigrer, parce qu'au contraire, je trouve que c'est une très belle femme. Mais Alanis, mais on parlera pas, par exemple, de ses problèmes d'alcool au volant. Mais Alanis a risqué de faire les auditions, puis ils l'ont pris. Ils l'ont pris. Ça ne les a pas dérangés de faire ce casting-là. Mais c'est rare que des gens comme ça peuvent se présenter. Puis moi, je vais extrapoler par rapport à moi. Dans le temps de leur story, j'étais une bête complètement à part. Mais dès qu'ils m'ont vu, ils m'ont pris. Mais je faisais complètement tâche par rapport à toutes les autres personnes qui pouvaient faire les auditions.
Puis il faut toujours que vous mettiez ça en perspective, que c'est les gens qui font les auditions que la prod choisit. Eux autres, ils sélectionnent dans le bassin qu'ils ont. S'il n'y a personne avec un surplus de poids qui se présente, ils ne peuvent pas en prendre. Puis c'est pour ça que souvent, vous voyez des gens normaux, souvent, quand ils sont dans la vingtaine, ils font leurs études, ils sont à l'université, ils sont au cégep, peu importe, ben c'est plus l'université, mais en tout cas, ils sont plus à l'université, ils étudient, ils sont en couple, ils font leurs petites affaires, puis tout, puis ils bâtissent leur avenir. Fait que, avec quoi tu te retrouves? Ben, tu te retrouves avec un casting de gens qui, souvent, sont des barman, barmaids, des jeunes célibataires qui vivent un peu follement, que oui, ils ont une job, mais qu'ils sont capables de prendre des vacances, qu'ils sont capables, ils sont capables de décrocher facilement de leur monde professionnel ou d'éducation, de prendre un 6 mois sabbatique s'ils veulent. Puis ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est pas tout le monde qui peut avoir ça. Et là, ben, tu rajoutes la couche de dire que les gens qui sont complexés la moindrement ne se présenteront pas aux auditions. Tu rajoutes là-dessus que les gens de plus que 30 ans ne voudront pas se présenter aux auditions à cause de leurs obligations de vie, leur travail et autres. Fait que tu réduis énormément le potentiel de candidats. Fait qu'il faut pas que vous voyez ça de dire c'est la production qui veut ça de même. Des fois, c'est vraiment le casting, c'est vraiment les gens qui se présentent en audition qui sont tous pareils. C'est pas comme... Puis là, je fais le parallèle parce que c'est important. C'est pas comme Survivor. OK? Survivor, n'importe qui peut gagner à la fin. Puis le prix, c'est 1 million de dollars. Fait que là, à ce moment-là, vous avez du monde qui sont crinqués de 30, 40 ans qui vont dire « Écoute, j'ai la chance d'aller gagner Survivor, de gagner 1 million. Hey man, je saute dessus. Fuck that, je saute dessus. Ça peut me donner une sécurité financière incroyable. Payer mon hypothèque, aider ma famille. Tu sais, je veux dire, tu peux avoir ta femme, tes enfants, puis dire, écoute, moi, je m'en vais à Survivor, je gagne 1 million pour les personnes que j'aime. Tu peux le faire. C'est pas grave. Occupation double, c'est pas ça. Occupation double, il faut que tu finisses avec quelqu'un à la fin. Il faut quand même que tu joues le jeu de séduction. Fait que, déjà là, tu élimines normalement toutes les personnes qui sont en couple. Fait que tu en élimines un paquet. Ensuite de ça, tu élimines les gens, justement, comme je dis, de plus de 30 ans qui ont des obligations professionnelles. Parce que, quand, tu sais, je veux dire, c'est pas la même chose de dire, hey, moi, j'ai ma job, j'ai tout, puis là, je m'en vais faire, oui, je vais faire des voyages, je vais me promener, tout, mais le prix à la fin, c'est une maison. Il y en a beaucoup de monde de plus de 30 ans qui ont déjà une maison. La seule chose que tu vas faire avec la maison, c'est quoi? La vendre? Oui, puis il va falloir que tu tapes tout le processus de la vente de façon partagée avec l'autre. L'autre, va-tu vouloir la vendre? Il va-tu vouloir acheter ta part? Et là, il va falloir que tu te débattes là-dedans. C'est chiant. C'est vraiment chiant. C'est un concept qui est chiant. C'est pour ça que je vous dis, la cible du casting est très limitée et c'est pas nécessairement parce que la production voudrait pas que ça soit autre chose. Et ça veut pas dire que la production ne serait pas prête à risquer autre chose, mais dans ce contexte-là, malheureusement, il n'y a pas de diversité beaucoup dans le casting, ou rarement. Fait que, malheureusement, c'est pas nécessairement la maison de production. C'est juste ça que je veux élaborer. Des fois, c'est vraiment la situation qui fait en sorte que le casting est vraiment pas diversifié. Puis comme Chacha dit, que c'est pas du monde normal qui sont pris, parce que le monde normal ne se présente pas aux auditions. OK. Le Pepsi. Est-ce qu'à la minute qu'on met les émotions d'avant dans le jeu, c'est quasi oui un show TV, mais un jeu zéro stratégiquement? Non, je pense que tu peux mettre des émotions dans un jeu, puis tu peux rester stratégique quand même. La preuve, entre autres, je vais prendre mon exemple même à Love Story 6. J'appréciais énormément Priscilla. J'étais capable émotionnellement de dire, ben Priscilla, je voulais l'amener avec moi, puis c'était pas nécessairement stratégique. C'était, j'appréciais la fille, elle avait un bon caractère, je l'adore Priscilla, mais elle avait un bon caractère, mais je l'adorais en tant que personne. Je trouvais qu'elle méritait de se rendre à la fin, fait qu'il y avait le côté émotionnel que j'étais prêt à l'emmener à la fin. Par contre, je pouvais rester stratégique quand même, parce que oui, sa présence pouvait m'aider sur le nombre de votes, sur l'alliance qu'on pouvait avoir ensemble, puis je pouvais jouer là-dedans. Fait que tu peux emmener de l'émotion,
Mais il faut que tu sois capable de la doser. Puis je pense que c'est le même un peu dans la vie de tous les jours. C'est pas grave que tu amènes de l'émotion à la job. Faut pas que tu pètes des crises. C'est un peu la même chose dans un jeu comme ça. C'est quand tu perds le contrôle de tes émotions que je pense que là, ta game cesse d'être stratégique. Tu peux être émotionnel. Je pense que, je vais prendre l'exemple de Jonathan. D'un certain sens, Jonathan joue une très bonne game à l'heure actuelle parce qu'il se fait aimer du public. Advenant qu'il reste jusqu'à la fin, Jonathan risque de gagner. Adamo a fait un peu la même chose l'année passée en faisant rire le public et en étant bien funné. Il risque la possibilité de se faire éliminer avant la fin, mais s'il se rend à la fin, il a du pouvoir. Fait que c'est stratégique, mais en même temps, Jonathan, de la façon qu'il est, il met de l'émotion dans le jeu. Le fait qu'il ait donné sa nuit de l'amour à Olivier, c'est comme une sorte de sympathie de dire écoute, moi je le sais que ça ne me servira pas. Il aurait pu l'utiliser, il aurait pu se rapprocher de quelqu'un, il aurait pu essayer d'utiliser ça pour faire de la merde. Mais il l'a pas fait. Il a préféré y aller émotivement, dire ok, Olivier, il en a besoin. Après ça, quand il a donné le cadeau à Maude, ça a raffermi son lien avec Maude. C'est stratégique, mais en même temps, c'est parce qu'il apprécie Maude. L'émotion ne fait pas en sorte que tu cesses d'être stratégique. Mais encore là, il faut quand même que tu le doses comme il faut. Il faut que tu saches comment bien doser. Bon, Vinny Vaillancourt. Penses-tu que le pôle OD est une façon pour la production de voir qui est en avance pour gagner la finale? Un peu comme tu l'expliquais la semaine dernière lorsque tu disais que la prod allait voir sur les forums et réseaux sociaux pour voir qui est en avance. C'est clair que oui. La prod veut voir c'est qui que le public veut voir en finale. La prod va toujours regarder ça, puis va toujours essayer de garder ses favoris jusqu'à la fin. Donc, ils vont garder les favoris du public, ils vont garder les gens qui font du trouble, qui font de la merde, ceux qui peuvent avoir des rebondissements, ils vont essayer de les sauver. Ça ne veut pas dire que ça va toujours fonctionner, mais c'est sûr qu'ils s'essayent. Et dans le cas du pôle OD, quoique le pool OD, c'est pas le pôle, le pool, c'est qui vous pensez qui va gagner à la fin, et non pas qui vous voulez voir gagner à la fin. Donc le pool est un peu biaisé de ce sens-là, ça donne pas une image fidèle à la prod, mais ça donne quand même une idée de... Fait que c'est certain que, moi, personnellement, je pense qu'en bas du pool, tu dois avoir quelque chose comme Yann et Juliane. Puis pour la prod, c'est comme, OK, eux autres sont sacrifiables. Eux autres, on s'en calisse. Il n'y a rien qui se passe par rapport aux autres. Le public les back pas. Pourquoi les garder? Fait qu'ils peuvent faire le bonhomme de chemin, mais ça va être un team que la production n'essayera pas de sauver par aucune twist, par aucune façon de faire. Puis c'est sûr que le pool permet à la prod de voir un peu l'évolution. Est-ce que Jonathan est encore premier dans les intentions que le public aime avec Maude? Est-ce qu'ils sont encore premiers? Oui, ok, Gann, on essaye, on active la machine, on va lui donner des prix, on va lui donner des activités, on va twister ça pour essayer de sauver le cul encore une semaine. Ça, c'est clair que la prod va agir comme ça parce qu'ils savent qu'à partir du moment que Jonathan se fait éliminer, il y a une partie de la population qui va peut-être arrêter de l'écouter. Puis ça, ils veulent pas ça, c'est fini. Même chose avec Renaud. Renaud, c'est pas nécessairement l'appréciation du public, mais ils savent que dès que Renaud va partir, il va avoir beaucoup, beaucoup moins de show. Et on peut faire un comparatif l'année passée avec Pascal Hugo et Cendric, qui avait vraiment une confrontation Pascal Hugo, Cendric et Joanie. La prod a voulu quand même permettre aux deux équipes de se rendre à la fin ou le plus proche de la fin possible. La seule fois où il pouvait avoir potentiellement un risque pour un ou l'autre de se faire éliminer, c'est dans les 4 derniers où c'était compétitif, que c'était une sorte d'immunité qui gagnait, puis il y avait deux équipes qui se rendaient sur la table d'élimination. À ce moment-là, si Pascal Hugo n'avait pas été là, peut-être qu'il aurait été éliminé. Même chose pour Cendric. Si Cendric n'avait pas été là, il aurait été probablement éliminé. Mais t'étais rendu dans les 4 derniers. T'étais rendu à une semaine de la finale. Fait que là, à ce moment-là, la production est prête à prendre le risque d'avoir une grosse équipe de se faire éliminer parce que de toute façon, le show est quasiment fini. Fait que c'est dans des situations de même qu'on risque de voir Renaud, Jess se faire éliminer ou Jonathan Maude de se faire éliminer. Mais je pense qu'ils vont essayer de les garder jusqu'à la fin pour motiver le vote du public.
Parce que c'est toujours aussi ça, hein? Ils veulent que le public vote rendu en finale. Tu veux-tu vraiment voter pour Yann puis Juliane? Ben non! Il y a pas grand monde qui vont voter pour Yann puis Juliane, là, on s'entend, là, on se le cachera pas. Par contre, Jonathan Maude, je peux vous garantir qu'il y en a un méchant paquet qui vont voter. Puis Renaud, Jess, malgré qu'ils sont détestés, c'est un peu comme Joanie Sandrick. Il y a un paquet de monde qui vont voter quand même pour eux autres parce qu'ils ont fait le show. Ben, Renaud a fait le show. Fait que c'est sûr que le pool OD a un impact. C'est sûr qu'il regarde l'évolution des votes là-dessus. Je pense qu'il aurait pu poser une question la question autrement, mais ça lui donne quand même un bon visuel de la situation. Amiel. J'ai comme l'impression que les gars commencent à se douter que le public aime Jonathan, car il semble tout à coup vouloir être plus gentil et empathique avec lui. Peut-être le fait que la production envoie souvent Jonathan en activité leur a mis la puce à l'oreille. Je me pose la question. Oui, probablement que il y a... Quand tu es un joueur qui est le moindrement intelligent, tu regardes ce qui se passe avec la production. Tu sais un peu qui sont les joueurs importants et les joueurs qui ne le sont pas dans l'histoire par rapport à ce que la production donne, à ce que la production donne comme attention, comme prix, comme toutes sortes de... tout l'enrobage par rapport à un joueur. Comme quand moi j'étais dans l'off, je voyais où est-ce que les caméras étaient ciblées. C'est niaiseux, hein? Tu sais, où est-ce que les caméras pointent? Moi, je le savais que la majorité du temps, à Love 4, les caméras me suivaient. Je savais aussi qu'ils suivaient beaucoup Thomas. Fait que moi, dans ma tête, c'est, OK, bon ben, ça veut dire que Thomas est important dans l'histoire, ça veut dire que moi, je suis important dans l'histoire. Si t'es tout le temps filmé, qui suivent chacun de tes gestes, qui suivent chacun de tes mouvements, ils le font pas parce que t'es plate à mourir. Ils le font parce qu'il y a quelque chose qui est autour de toi. Bon, tu peux pas savoir si c'est positif, si c'est négatif, mais tu le sais que t'es important dans l'histoire. Sauf que si tu prends, mettons, dans Love Story 4, entre autres, encore que t'as eu d'autres joueurs, que les caméras étaient jamais sur eux autres. Ils étaient jamais vus. On le voyait que les caméras se collissaient d'eux autres. Je nommerai pas de nom, mais c'était ça pareil. Tu le sais que ces joueurs... Puis, ils n'étaient jamais appelés au confessionnal, entre autres. Ils étaient... Ou rarement. Il y avait peu d'activité avec eux autres. Fait que ça fait en sorte que eux autres, tu le sais, de dire, OK, eux autres sont vraiment pas importants dans l'histoire. Eux autres, ça veut dire que le public s'en fout d'eux autres. Puis que dès qu'ils vont être nominés, ils vont se faire sortir. Puis oui, c'est des petits traits comme ça qui te mettent la puce à l'oreille, qui te font dire, OK, bon, ben... il y a des chances que ce joueur-là ait de l'importance dans le jeu. Jonathan, je pense que au-delà de ses voyages et ses prix, c'est surtout le fait qu'il survit. Qu'il voit que la production tente à tout prix de le faire survivre. Et ça met la puce à l'oreille en maudit par rapport à Occupation Double, de dire, bon, ben, la prod le veut, ils veulent le laisser là, ça veut dire qu'il y a de l'importance. Puis oui, ça peut influencer le comportement. Logiquement, ça pourrait être plus de la frustration, de la haine, de la jalousie qui pourrait se développer. Dans ce cas-ci, le monde a l'air plus fin face à Jonathan, fait que tant mieux pour lui. Mais oui, il peut avoir une importance. Puis oui, on voit... Il y a certaines fois qu'on voit des détails de même en tant que joueur, si on prête attention. Il y a des joueurs qui ne prêtent pas attention à ça, mais sinon, oui, ça arrive qu'on prête attention. En tout cas, moi, je le faisais. De prêter attention vraiment de qui était ciblé, de ce qui se passait, les caméras sont-tu sous moi, sont-tu ailleurs. Tu sais, quand t'arrives, puis comme exemple à Love Story, presque tout le monde est dans une pièce, puis les caméras bougent pas. Les caméras sont comme mortes. Puis il te manque 2-3 joueurs dans la pièce. Tu te dis, écoute, ça veut dire que les caméramans ne regardent même pas ce qui se passe ici, ça veut dire que ce qui se passe dans l'autre pièce est vraiment important. Il y a une twist, il y a une stratégie, il y a de quoi, il y a une discussion vraiment intéressante, importante. Puis là, à ce moment-là, ben, tu peux adapter ton jeu. Tu peux arriver à dire, écoute, je vais essayer d'interrompre cette conversation-là. Je vais me déplacer d'une pièce à l'autre. Je vais aller voir, est-ce que c'est une conversation dans laquelle je peux m'intégrer? Tu as une stratégie qui est en train de se mettre en place. Tu rentres dans la pièce. Est-ce que le monde va arrêter de parler quand tu rentres dans la pièce ou ils vont essayer de t'intégrer au groupe pour en jaser? Fait que c'est toutes des façons de faire que le joueur peut s'adapter. La production regarde ce qui est le plus intéressant. Fait que eux doivent faire des choix
Puis il faut quand même que tu t'adaptes face aux choix que les autres vont faire. OK, Michel S. qui nous a dit, selon toi, pourquoi le Québec s'entête avec ses télé-réalités de chansons et d'amour? Outre la tentative ratée de Big Brother Québec, il me semble que le Québec serait mieux pour une bonne télé-réalité de stratégie pure. Ça, c'est un dossier qui serait beaucoup plus gros à jaser. Je vais peut-être vous en jaser un peu plus en décembre, parce que c'est un sujet que je pourrais vous jaser pendant une demi-heure de temps. Faut que vous voyez un peu que la télé-réalité est comme n'importe quoi d'autre. Présentement, les gens se battent pour un certain audience qui est établi. En politique, ils font la même chose. En fait, en politique, ils ne veulent pas vraiment que les gens aillent voter. Ils veulent qu'il y ait de moins en moins de monde qui vote et d'obtenir le plus de pourcentage possible par rapport au vote qui va sortir. Donc, exemple, un politicien ne veut pas que 100% du vote sorte. Il veut que 40% du vote sorte et du 40%, ben, il y ait 20-25% de ce vote-là qui y aille automatiquement. Bon, en fait, il voudrait plus, là, mais je veux dire, dans cette braquette-là. Ben, la télé-réalité, c'est un peu la même chose. La télé-réalité, c'est qu'ils ont un crowd qui est déjà établi. De personnes, des fois, un peu plus âgées, de personnes qui aiment un peu plus des histoires d'amour, de relations, de... Puis le but des télé-réalités, c'est qu'eux autres se contentent de dire ben on essaie d'aller chercher le plus gros pourcentage de cette braquette de monde-là. Ils n'essayent pas de diversifier leur braquette. Ils essayent de cibler cette braquette-là parce que cette braquette-là est fidèle à ce genre d'émission-là. Ça, c'est le problème que la télé-réalité a, que plein d'autres domaines a aussi. Sauf que c'est pas une stratégie gagnante. C'est une stratégie qui s'effrite au fil du temps. Parce que tu peux jamais reproduire systématiquement d'aller chercher ton crowd saison après saison après saison. Généralement, tu perds toujours un peu de monde au fil du temps. Et l'important là-dedans, c'est que il faut qu'il y ait un réseau de télé qui fasse le Swift, ben le shift, pas le Swift, le shift, de dire, de changer sa dynamique, de dire, c'est pas le crowd qui est acquis que je vais obtenir, c'est tous les autres, les outsiders, les gens qui écoutent pas la télé normalement, les gens qui sont plus intéressés par la stratégie, les gens, et ça c'est un changement qui est majeur. Et encore là, je vais faire la comparaison avec la politique. La politique américaine était toujours faite un peu de la même façon. Les politiciens étaient tous brandés de la même façon, puis allaient chercher le même crowd habituel, les mêmes groupes de personnes, puis ça continuait toujours comme ça. La dernière élection présidentielle, on a vu l'impact d'aller chercher en dehors des sentiers battus, de changer la façon que la politique était faite. Et du côté de la droite, vous aviez Donald Trump qui l'a fait, et du côté de la gauche, vous aviez Bernie Sanders qui l'a fait. Des politiciens qui étaient hors normes, des gens qui étaient complètement en dehors de ce que la politique traditionnelle était. Et qu'est-ce que ça a fait? C'est que la majorité des gens, des indépendants, des gens qui ne votaient pas normalement, sont allés voter. Ben, c'est un peu le même principe. Sauf que pour faire ça, il faut que tu prennes un risque. Et dans le cas d'une télé-réalité, le risque, il coûte très cher. Il coûte excessivement cher. Et souvent, ce qu'on a, c'est que les réseaux de télé, au lieu de risquer à plein, ils vont se risquer à moitié. Comme, exemple, XOXO. Ils vont vouloir changer la dynamique de comment que ça fonctionne, mais en même temps, ils vont y aller ces histoires de couple. Ils vont se risquer, ils vont faire comme, je veux me risquer, mais pas trop. Et là, ça fait une télé-réalité de marde qui est un mix de plein de cossins dont on se calisse. Puis ça donne une affaire qui se tient pas. Parce que de risquer de dire on y va all the way, compétitif, à fond, puis en voyant on y va, puis ça va être hot, c'est des coûts énormes sans savoir si ça va fonctionner. Puis en plus, le problème est que les maisons de production ont la pensée que il y a des shows ailleurs qui se font
qui sont bien meilleurs que ce qu'ils peuvent produire. Exemple, tu ne pourrais pas ici au Québec faire un Survivor. Pourquoi? Parce que Survivor coûte une fortune à faire. C'est l'enfer, je veux dire. C'est dans des îles paradisiaques, ils abandonnent le monde. Toute l'équipe de montage, l'équipe de tournage sur place, les compétitions, les settings, tu n'as pas les moyens pour faire ça ici au Québec. Et même, je dirais même au Canada, tu n'aurais pas les moyens de faire ça. Donc, ils se disent, est-ce que quelqu'un va écouter une saison de Survivor Québec low budget parce qu'on n'est pas capable de compétitionner avec la version américaine? Ben, dans leur tête, ils se disent non. On ne peut pas faire un sous-produit de Survivor. On ne sera pas capable de reproduire même le 1/10 de ce que Survivor aux États-Unis fait. La qualité de l'image, qualité des compétitions, qualité du casting. Il n'y a rien qui va matcher. Fait que ça va avoir l'air d'une... Puis ça a été un peu ça avec Big Brother Québec. Ils ont essayé, il n'y avait pas les budgets, il n'y avait pas la façon de faire, puis il n'y avait pas les penseurs en arrière pour faire un show qui avait de l'allure, et ils se sont plantés. Puis c'est dur pour un réseau de télé de prendre le risque de dire, écoute, moi j'injecte des centaines de milliers, voire des millions de dollars sur un show, comme TVA l'a fait avec XOXO, puis que finalement, le show est une atrocité que le monde font comme « Hey man, mais j'écouterai pas ça ». Puis c'est ça qui est le problème. Fait qu'il faut que tu aies un réseau de télé qui est prêt à investir, qui est prêt à prendre le risque. Puis les réseaux de télé font comme ça vaut-tu vraiment la peine? Non, on va y aller plus avec nos concepts, qu'on sait qu'il y a déjà un crowd, il y a déjà un groupe de personnes qui aiment ce genre de concept-là. On se stalle là-dedans. C'est un peu comme les feux de l'amour au top modèle. Ça coûte pas cher à faire. C'est une habitude au fil du temps que les gens ont pris de l'écouter à tous les jours, à chaque après-midi. Il y a l'audience ciblée pour ce show-là est très précise. Ils n'essayent pas d'aller chercher du nouveau monde avec ça. C'est le cible traditionnel, puis ils gardent ça bien stable. Ben, la télé-réalité de couple, c'est un peu la même chose. Le monde qui est en arrière de ça sont acquis. Puis c'est ce monde-là qui essaie d'aller chercher. Est-ce qu'un réseau pourrait tester puis essayer de le faire? Oui, mais ça va coûter cher. Puis c'est ça qui est le problème. Donc, on a finalement François Beaupré. Tellement un feu de paille le montage de l'émission de cette semaine. Olivier va tellement plier face à Pézy. Que penses-tu stratégiquement de l'opportunité d'éliminer Pézy à la table de délibération de cette semaine? Ben, ça revient un peu avec ce que je disais tantôt. Bon, stratégiquement éliminer Pézy puis Olivier à ce stade-ci, c'est le contraire. Moi, je les éliminerais pas. Pourquoi? Parce que je me dirais Pézy peut plus gagner. Moi, c'est ma pensée à moi. Par contre, c'est un couple qui se fait éliminer. Fait que si t'arrives et que tu te dis, ouais, moi, je suis en danger, tu le sacrifies lui au lieu de toi. Moi, je pense que c'est une bonne stratégie rendue là. T'es mieux de te gagner du temps que de finalement te faire éliminer parce que tu te dis, ben, j'aurais aimé ça emmener Pézy en finale puis la battre. C'est jouable. Fait que de ce côté-là, je suis d'accord avec toi que la stratégie a pas. Ben, le montage a été un peu weird. On en a parlé beaucoup d'Olivier Pézy, puis de Sandrick, fait que je reviendrai pas là-dessus. Mais pour éliminer Pézy, c'est jouable. Je pense que ça dépend de l'équipe. Je pense qu'une équipe comme Juliane, Yann peuvent facilement sacrifier Olivier puis Pézy. Alors qu'une équipe comme Jonathan Maude ou Renaud Jess, je trouve que de garder Olivier Pézy peut être avantageux rendu en finale. Parce que tu le sais qu'ils n'ont plus aucune chance de gagner. En mon sens, là, ça dépend contre qui ils sont. Mais je les vois plus gagner. Ils sont plus là. Moi, dans ma tête, ils sont plus... je pense qu'il reste 3 équipes qui peuvent gagner à l'heure actuelle. Évidemment, si les 3 équipes que je pense se font éliminer, ben évidemment, là, il va falloir une 4e équipe. Là. Mais à ce stade-ci, il y a juste Andrew, Catherine, Renaud, Jess et Jonathan Maude qui peuvent réellement gagner, en mon sens. Mais on va voir. Fait que, de toute façon, ça, on va avoir le temps d'en rejaser. Fait que, gros vidéo cette semaine. J'ai hâte d'aller voir tout de suite c'est quoi qui s'est passé dimanche. Donc, pour l'heure, prenez soin de vous autres. Je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit aux prochaines vidéos. Bye bye.